cette exploration de la pollution spatiale, je suis guidé par une conviction profonde. L'avenir de l'humanité réside dans notre capacité à préserver l'espace et à étendre notre présence. L'espèce humaine a besoin d'explorer, elle a besoin de défis. Comme le dit si bien Tsiolkovsky, père de la cosmonautique moderne, la Terre est le berceau de l'humanité. Mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Neil Armstrong et Yuri Gagarin, ancrés dans l'imaginaire collectif comme des héros des temps modernes. C'est ça, l'exploration spatiale. Cette vidéo est le fruit de mon projet personnel le 5e secondaire, l'aboutissement de ces 5 années d'apprentissage et de croissance, toujours passionné par ce sujet sans fin et en évolution constante, l'espace. Je vais vous transmettre dans cette vidéo tout mon intérêt pour ce sujet et espérer vous entraîner autant que j'ai été happé durant toutes ces années. La vidéo ne traitera pas de l'exploration spatiale, ni d'astronomie ou d'astrophysique. J'aborderai les problèmes causés par l'exploration spatiale sur l'environnement. Et oui, il y en a plusieurs. Les fusées qui brûlent leur combustible dans l'atmosphère, l'exploitation des ressources naturelles pour faire ces grosses fusées, les carburants qui sont tous très rares et chers à fabriquer, et aussi la destruction des habitats naturels de la faune, de la flore pour lancer les fusées. Et il y a aussi de la pollution dans l'espace, pollution spatiale. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce de la pollution? Il n'y a aucun être vivant, enfin il n'y a rien dans l'espace. Nous nous polluons nous-mêmes. Tout ce que nous envoyons dans l'espace, et reste, devient des débris spatiaux, qui peuvent entrer en collision avec n'importe quel satellite ou humain dans l'espace. Nos déchets impactent notre exploration spatiale future, et pourraient même nous bloquer sur Terre, créant un mur infranchissable tournant autour de la Terre. Je vais commencer cette vidéo par une brève histoire de l'exploration spatiale, en expliquant aussi les bases du lancement de fusées en orbite terrestre. Ensuite, je vais rentrer dans le gros du sujet, en définissant les débris spatiaux et en parlant de leurs causes et de leurs conséquences possiblement désastreuses dans les années à venir. Je vais aussi faire une petite mise à jour sur l'industrie spatiale d'aujourd'hui, comment elle pourrait changer dans les années à venir. Puis, la partie la plus importante, je vais exposer les solutions qui ont déjà été appliquées ou qui seraient applicables dans le futur pour minimiser la pollution et les risques liés aux débris. Et pour finir, je vais exprimer mes souhaits pour l'industrie spatiale future et énoncer les actions entreprenables par vous et moi pour améliorer la situation. Alors si vous êtes prêts, montez avec moi dans une Saturn V et allons voir ce qui se trame dans l'espace. 10, 9, 8, ignition sequence has started. 1, 0, we have commit. And we have liftoff at 2:13. The Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust, and it has cleared the tower. C'est quoi un satellite? Comment envoie-t-on des objets dans l'espace? Commençons avec un peu d'histoire. Sputnik, le premier satellite envoyé par l'Union soviétique le 4 octobre 1957, est la première conception humaine qui est restée dans l'espace. Il est considéré comme le premier débris spatial. Pour l'époque, c'était une prouesse technique, demandait beaucoup de travail et d'argent pour mettre à exécution. Envoyer une fusée avec un satellite dans l'espace n'est pas une mince affaire. Pour commencer, c'est quoi une fusée? En gros, c'est un missile, mais beaucoup plus puissant, et qui n'a pas que des objectifs militaires. Plusieurs missiles avaient déjà été envoyés durant la Deuxième Guerre mondiale par les Américains et surtout les Allemands, mais ils n'allaient jamais en orbite autour de la Terre. Ils retombaient sur Terre après avoir fait au maximum 1 millier de kilomètres. Ces missiles pouvaient aller dans l'espace jusqu'à 200 km de hauteur, par la V2 allemande, développée par Wernher von Braun, la limite de l'espace étant délimitée par la ligne de Kármán, à 100 km d'altitude. Ces missiles fonctionnaient en majorité avec un carburant solide qui brûlait avec l'oxygène de l'air pour créer de la poussée et accélérer la fusée. La troisième loi de Newton stipule qu'avec chaque force, il y a une force contraire. Cela veut dire que plus on éjecte des gaz à très haute vitesse de la fusée, plus elle va accélérer dans le sens contraire. La V2, contrairement aux autres missiles, utilisait un carburant liquide, composé d'un mélange d'éthanol et d'eau. Cette fusée allait en altitude et n'avait donc plus d'oxygène pour faire état de comburant. Il fallait donc apporter son propre oxygène dans la fusée, à très froide température, pour qu'il se liquéfie et prenne moins de volume. Il y a néanmoins une grande différence entre aller dans l'espace et aller en orbite terrestre.
Aller dans l'espace ne nécessite que de la hauteur, alors que l'orbite demande beaucoup de vitesse. Aller dans l'espace ne requiert que 1 à 2 km par seconde, à peu près 5000 km par heure. Alors qu'aller en orbite nécessite une vitesse d'un peu plus de 7 km par seconde, 25 000 km par heure. Cette vitesse est nécessaire pour rester autour de la Terre et ne pas retomber après quelques minutes sur la surface. Un objet qui reste à un endroit et qui tourne autour de la Terre indéfiniment, un objet qui est en orbite. C'est ça un débris spatial. Envoyer un objet en orbite, cela demande beaucoup de puissance. Cela n'a donc été atteint par les soviétiques qu'en 1957 par leur fusée R-7 Semyorka. Après ce triomphe des soviétiques face aux Américains lors de la guerre froide, les deux rivaux se sont mis à investir énormément dans leur programme spatial. C'est la course à l'espace. Cela a permis aux soviétiques d'envoyer le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961, 3 semaines avant l'américain Alan Shepard. Le reste de l'histoire, tout le monde le connaît, avec les programmes Apollo, Neil Armstrong avec Apollo 11, puis les 6 autres missions Apollo qui sont toutes restées dans l'histoire. Les décennies à venir ont vu le budget spatial baisser des deux côtés, avec la fameuse navette spatiale qui a pris toute la place dans le budget américain, et la chute de l'Union soviétique. Beaucoup moins de lancements et beaucoup moins d'engouement du public pour le programme spatial des années 80, 90 et 2000. La dernière décennie a néanmoins connu un rebondissement et une entrée en marché de plusieurs nouvelles nations, et surtout des entreprises privées. Mais revenons au sujet, les débris spatiaux. C'est quoi un débris spatial? Les débris spatiaux sont des objets artificiels qui ont été envoyés par les humains en orbite terrestre et qui ne sont plus ou pas utiles. Ce dernier point est très important car un satellite fonctionnel, comme des satellites de télécommunications ou la Station spatiale internationale, ne sont pas des débris et ne font donc pas partie des objets spatiaux concernés. Premièrement, d'où viennent-ils ces débris spatiaux? Leur origine la plus logique, ce sont les satellites qui ne sont plus en utilisation. Cela peut arriver car soit ils sont trop vieux et l'âge les a détériorés, comme un grand nombre de satellites ne reçoivent plus assez d'électricité car leurs panneaux solaires se détériorent, soit le satellite qui a été envoyé dans l'espace n'a jamais fonctionné à cause de problèmes techniques ou de design, ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Il y a aussi les satellites qui ont été remplacés par d'autres, plus récents et nouveaux, qui ont par exemple de meilleures capacités d'imagerie terrestre ou une plus grande bande passante. Finalement, un grand nombre de satellites ont besoin de carburant pour se stabiliser et pour rester sur leurs orbites. Sans ce carburant, ils ne peuvent plus se diriger correctement et ne sont donc plus opérationnels. L'autre partie des débris spatiaux qui est évidente sont les derniers étages de fusée qui apportent les satellites en orbite, qui peuvent encore rester de quelques années à quelques décennies en orbite. Ces deux types sont appelés les débris massifs, car ce sont les plus gros et les plus dangereux. Il y a aussi d'autres débris qui résultent des lancements, comme la coiffe qui est présente sur certains satellites, ou même des outils que les astronautes en sortie extravéhiculaire ont occasionnellement perdus. On est obligé de faire des sélections de problèmes, enfin de choisir en fait toutes les difficultés et puis d'en oublier un certain nombre, j'ai envie de dire, ou pas d'en oublier, mais du coup de pas traiter un certain nombre parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Et donc, si on prend l'exemple de Spoutnik, donc premier événement ou la première fois qu'on a mis un satellite dans l'espace, ce qui était extraordinaire, c'est de mettre un satellite dans l'espace. Ouais. Mais quand on regarde l'histoire de Spoutnik, en fait, Spoutnik, ça devait faire, je crois, 80 kilos. Et pour mettre ces 80 kilos dans l'espace, on en a mis 2 ou 3 tonnes. On a mis 3 tonnes de masse pour finalement 80 kilos. Et ces 3 tonnes de masse, c'était dès le début des débris, en fait. Et les 80 kilos, Spoutnik, il a vécu quelques semaines, ou mois, je sais plus, et après, il est devenu un débris. Donc ça veut dire que on avait tellement de difficultés déjà à aller dans l'espace, que le traiter cette problématique... Le plus grand nombre de débris vient néanmoins de la fragmentation des engins spatiaux. Ce concept peut paraître un peu obscur, mais il s'agit juste simplement d'une explosion interne ou d'une explosion tout court du débris. Ces explosions sont souvent dues à des explosions de batteries, du carburant restant dans les réservoirs, des étages de fusée ou une implosion lente des réservoirs sous pression. Ces accidents témoignent surtout des erreurs de construction des engins spatiaux et du manque de considération par rapport au futur de ces derniers. Cela inclut aussi les collisions entre satellites et les tests militaires qui ont été dirigés sur des satellites. Les collisions entre débris sont très rares, mais créent des milliers de débris qui sont très difficiles à tracer et à surveiller. Alors après, la problématique, elle est arrivée très tôt, sachant que première satellite, il y a 90% de la masse qui est déjà un débris. Donc, ça, les gens, ils le savaient.
Après, ça a commencé à devenir vraiment complexe quand, on a vu l'impact on s'est dit: «Bon, de toute façon, l'espace, c'est immense, il y a plein de place, donc bon, c'est un peu comme, la mer. Ah, la mer, voilà, on peut bien jeter du plastique dans la mer, avant de retrouver son bout de plastique, la probabilité, elle est nulle». Sauf que si tout le monde fait ça et ben, au bout d'un moment, il y a un 7e continent. Et donc, là, on est dans la même situation où, on s'est dit: «Bon, bah, voilà, l'espace est immense, on peut tolérer dans les premières étapes, le fait que, bah, on ait des véhicules qui tombent en panne ou des étages de lanceurs qu'on laisse là-haut sans les désorbiter». Jusqu'au jour où il y a eu des collisions en orbite, hein, la première avec Iridium et Cosmos. Et bah, là, on s'est dit: «Bon, bah, oui, donc c'est possible qu'il y ait des collisions». Ces collisions génèrent à chaque fois des milliers de débris qui sont, bah, des milliers de problèmes à traiter et donc il faut faire quelque chose. Oui. Mais comment 2 satellites peuvent-ils entrer en collision si l'espace est aussi vaste que l'on dit? Je vais maintenant vous parler de 2 événements remarquables qui ont doublé le nombre de débris existants à eux deux. Le premier, et le plus gros des deux, a eu lieu en 2007. C'est un test anti-satellite, donc un test militaire pour démontrer la capacité de destruction d'un satellite à l'aide d'un missile chinois, qui consistait à lancer un missile anti-satellite d'un avion de chasse sur un satellite météorologique chinois non opérationnel. Comme on l'a vu auparavant, envoyer un objet dans l'espace n'est pas très compliqué comparé à l'envoyer en orbite. Leur but est d'avoir des missiles capables de détruire des satellites ennemis en cas de guerre dans l'espace. Ce test a été un succès sur tous les plans, sauf pour les débris engendrés. Ce test a produit plus de 3000 débris dénombrés et observés, donc plus grand que 10 cm de grandeur, avec une estimation de plus d'1 million de débris de 1 mm et plus. Le plus choquant est que ce test était volontaire. Il y a eu plusieurs autres tests anti-satellites après celui-là, mais aucun aussi destructeur et créateur d'autant de débris. Le deuxième événement est une collision accidentelle entre le satellite Iridium 33 et un satellite de télécommunication militaire russe, retiré du service, qui s'est déroulé en 2009. C'est la première collision face à face entre deux grands débris, ce qui a augmenté la vitesse de la collision à 11,4 km/s. Cette collision a créé plus de 1500 grands débris et des centaines de milliers de débris de plus d'1 mm de grandeur. Il y a eu autour de 4 grandes fragmentations de débris par année depuis 1960 et aussi des plus petits événements qui se produisent lors d'impacts avec des débris non traqués de moins de 10 cm. Ces collisions sont moins énergétiques mais peuvent multiplier le nombre de débris présents et être dangereux pour les satellites opérationnels. Toutes ces sources de débris contribuent à l'augmentation exponentielle des débris des dernières années et des risques de collision pour tout engin spatial envoyé en orbite. Plus il y a de débris, plus la surface occupée par des débris est grande, donc le risque de collision augmente. C'est aussi pour cela que la taille des débris est très importante. D'après l'ESA, l'Agence spatiale européenne, il y a autour de 2500 débris spatiaux détectés de plus chaque année dans les 5 dernières années. Probablement encore davantage dans les années à venir. Il y a environ 140 000 m² de surface d'objets dans l'espace actuellement. C'est environ l'équivalent de 20 terrains de soccer, alors que l'année dernière, il n'y avait que 120 000 m² d'objets. Donc une augmentation drastique, non contrôlée et exponentielle. C'est aussi important de savoir que les débris augmentent, même sans aucune intervention humaine, avec les collisions et les fragmentations. Donc, s'il n'y a aucun nouveau lancement de satellite dans l'année, il y aura quand même plus de débris dans l'espace. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce un problème si l'espace est si vaste et presque infini tel qu'on le dit. Le risque ne devrait augmenter que de très peu, ne devrait poser aucun sérieux problème. Pour répondre à cette question, je vais devoir vous expliquer les différents types d'orbites, la taille et la masse des débris, et surtout leur nombre. Pour commencer, faisons l'inventaire des débris spatiaux pour pouvoir clarifier la question. Les débris sont le plus souvent classés en 3 catégories différentes. Les grands débris, les moyens débris et les petits débris. Les grands débris sont des débris de plus de 10 cm de grandeur, qui sont donc pour la majorité traçables et détectables par des observations faites au sol et dans l'espace. Ces débris sont au nombre d'environ 36 000, avec environ 22 000 d'entre eux dont l'on connaît les caractéristiques, leur emplacement et leur trajectoire. Je vais parler plus en détail plus tard de la traque et de la surveillance des débris spatiaux. Pour la catégorie des moyens débris, qui sont de 1 à 10 cm de grandeur, l'estimation de leur population est de 900 000. Dernièrement, on estime qu'il y a au moins 135 millions de débris de plus de 1 mm de grandeur. Cela fait environ 10 700 tonnes de débris dans l'espace. Pour caractériser encore davantage ces débris, nous allons voir où ils se trouvent. Environ 3/4 des débris se trouvent sur l'orbite terrestre basse. C'est quoi une orbite et l'orbite basse? Que vient-elle faire dans l'espace qui est en haut? Faisons une petite pause pour parler des différentes orbites. Cette orbite, ou zone orbitale, se situe entre la limite de l'espace, qui est de 100 km d'altitude, et 2000 km d'altitude.
Les objets qui se situent dans cette zone orbitent à environ 28 000 km/h et font donc le tour de la Terre en maximum quelques heures. Cette zone a comme avantage d'être très près de la Terre, peut donc être utilisée pour des satellites de communication, pour les téléphones par exemple, de la surveillance et aussi pour les missions habitées, comme la Station spatiale internationale. Cela prend moins d'énergie pour les mettre en orbite et aussi pour pouvoir communiquer avec eux. Le désavantage est que le satellite n'a pas un grand angle de vue et donc cela nécessite des constellations de plusieurs centaines à milliers de satellites travaillant ensemble pour couvrir un endroit en continu. L'autre désavantage est que la proximité avec l'atmosphère terrestre les confronte aux collisions des particules d'air présentes autour de l'atmosphère qui font ralentir l'objet. Il faut donc remonter l'orbite régulièrement pour qu'elle reste opérationnelle plus longtemps. Cette orbite est le plus utilisée et aussi celui contenant le plus de débris. Cette zone contient plusieurs types d'orbites différents. Deuxièmement, l'orbite terrestre moyenne, située en 2000 et 35 786 km d'altitude, est presque exclusivement utilisée pour les systèmes de positionnement par satellite, comme le fameux GPS ou Galileo. Cette orbite est très large et n'a donc pas de problème d'espace. L'orbite géostationnaire est une orbite très spéciale, d'exactement 35 786 km d'altitude. Les objets sur cette orbite tournent à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même, et donc restent au-dessus du même point de la Terre au tout temps. Cette orbite est surtout utilisée pour la communication, car les antennes au sol ne doivent pas être constamment en rotation. Il y a aussi des satellites météorologiques et des satellites de navigation, pour augmenter la précision du GPS. Mais pourquoi parle-t-on d'orbite ? Faisons un lien avec les débris spatiaux. Comme dit plus tôt, la majorité de la population se situe dans l'orbite basse, qui est donc très remplie. Cette densité d'objets plus grande augmente fortement les risques de collision entre objets spatiaux ou lors de lancement. La spécificité de cette orbite est que les objets dans l'espace se font freiner par les particules d'air, se consument dans l'atmosphère après plusieurs années pour les plus bas et plusieurs centaines d'années pour les plus hauts. Cela fait une sorte de nettoyage de cette orbite sans aucune intervention humaine nécessaire, mais nous sommes rendus à un point que nous créons plus de débris que ceux qui se consument dans l'atmosphère. Il y a donc une forte augmentation des débris. L'autre orbite problématique est l'orbite géostationnaire, car elle est très précise et beaucoup utilisée. Malgré cela, il y a beaucoup moins d'objets présents dans cette orbite, et aussi beaucoup de place, car elle est plus loin de la Terre. À des plus hautes altitudes, comme l'orbite géostationnaire, le ralentissement dû à la friction de l'air est beaucoup moindre, et les objets peuvent donc y rester presque indéfiniment. La solution est de les pousser sur une orbite légèrement plus haute, de 300 km, qui est appelée orbite cimetière, pour y entreposer les débris et les satellites non fonctionnels. Cela permet d'éviter les collisions sur l'orbite géostationnaire, qui est indispensable aujourd'hui. Voilà pourquoi les satellites sont, malgré leur taille et leur masse relative au vide de l'espace, très concentrés sur quelques orbites, peuvent donc poser de grands risques de collision ou de danger. Mais quels sont ces dangers ? Quelles sont les conséquences de la prolifération de débris en orbite terrestre ? Quels impacts ont ces débris sur notre vie ? Pourquoi aujourd'hui je travaille là-dessus ? C'est parce que je pense que avec l'évolution aujourd'hui de l'activité spatiale, si on ne prend pas garde à maîtriser la pollution générée par l'ensemble de ces débris qui peuvent être là-haut, ça posera à plus ou moins long terme un problème pour l'utilisation de l'espace dans le futur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut dès à présent sensibiliser, trouver des solutions techno, voire réglementer, pour que on arrive à réduire, à maîtriser cette activité spatiale de production de débris, afin de pérenniser l'utilisation de l'espace pour les générations futures. Donc ma motivation, c'est ça, c'est aujourd'hui essayer de continuer à utiliser l'espace comme on l'a eu fait pour le bien-être de l'humanité, et sans le pourrir pour les générations suivantes. On est dans le même concept que le climat en fait. Ouais. Le plus grand risque causé par les débris est bien sûr le risque de collision. Ce risque est accru par la grande concentration d'objets en orbite basse, entre 750 et 800 km d'altitude. Les débris sont dangereux, car ils ont une très grande énergie cinétique qui vient de leur vitesse très élevée. Cela signifie que même un petit débris de moins d'1 mm peut arracher des morceaux de peinture ou abraser la couche extérieure des satellites opérationnels. Un débris de 3 mm a une énergie environ équivalente à une balle de fusil. Mais des débris d'1 cm ou plus peuvent causer des dommages structurels aux satellites ou aux instruments et risquent de précipiter l'arrêt de la mission prématurément. Les débris peuvent perforer les instruments ou un panneau solaire en endommageant et réduisant la durée de vie de la mission. Les débris encore plus volumineux vont faire éclater le satellite en cas de collision
et donc créer des milliers de nouveaux débris très difficiles à traquer et incontrôlables. La probabilité de ces collisions est néanmoins encore très faible, due à l'immensité relative de l'espace. Par exemple, la Station spatiale internationale a la probabilité d'avoir une collision qu'un débris d'1 à 10 cm tous les 70 ans. Pour les missions d'environ 10 ans, ce risque équivaut à environ risque encouru lors du lancement de la fusée vers l'espace. Avec tous ces risques que je viens d'expliquer, pourquoi la perte d'un satellite est-il un problème? Parce qu'ils sont importants et nécessaires pour nous en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'espèce. Pourquoi les satellites sont importants? Quelle est leur utilité dans la vie de tous les jours? Quel impact aurait la perte d'un ou plusieurs satellites? L'utilisation des satellites est très diverse. Les satellites scientifiques servent à l'exploration du cosmos et à l'expérimentation dans un système en microgravité. Sans eux, il n'y aurait plus beaucoup d'avancées scientifiques, car la tranquillité de l'espace permet d'augmenter énormément la précision des mesures. Les satellites de télécommunication servent à communiquer d'un point à un autre de la Terre, par exemple par téléphone ou la télévision. C'est le seul domaine rentable dans tous les types de satellites, car ce sont les seuls services qui peuvent être vendus à la population. Les satellites d'observation qui observent la Terre pour des raisons scientifiques, économiques ou militaires. Il y a aussi l'observation pour la météo, qui nous prévient des catastrophes climatiques à venir. Ils sont aussi utilisés pour l'observation des changements climatiques et des effets des humains sur la Terre pour augmenter et élargir nos connaissances sur la question. Les satellites de localisation et de navigation sont utilisés pour les systèmes comme GPS ou Galileo. Ces systèmes sont utilisés partout et sont indispensables à la vie d'aujourd'hui sur Terre pour plusieurs aspects logistiques et techniques. Pour finir, les satellites militaires, qui constituent une grande partie du total des satellites, sont surtout utilisés pour la surveillance, alerter en cas d'événement anormal, la communication entre corps d'armée et pour l'écho des communications des camps adverses ou d'autres pays. Aussi, la possibilité de la perte d'une mission habitée, comme la station spatiale, est aussi à prendre en compte. Il y a des mesures et des règles mises en place en cas de collision avec un débris pour sauver l'équipage d'astronautes en les faisant se réfugier dans les capsules qui les ont amenés en orbite. Il y a aussi un blindage accru sur ces engins spatiaux pour réduire les risques encourus. Ce blindage ne peut rien contre les débris de plus de 9 cm. Mais ces risques ne posent pas trop de problèmes. On n'a qu'à envoyer des satellites de remplacement et plus de blindage, et le tour est joué. Et non, en 1978, Donald J. Kessler, astrophysicien américain, publie un article démontrant la possibilité d'une réaction en chaîne de collision d'orbite qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de Kessler. Cet article part de la possibilité que l'orbite terrestre basse devienne trop dense en débris spatiaux, générant une collision qui pourrait commencer une réaction en chaîne. Des collisions en collision, le nombre de débris se multiplierait et aurait l'effet d'une réaction atomique. Même si aucun autre satellite ne serait lancé à partir de ce moment, c'est déjà trop tard. Cet événement incontrôlable provoquerait la destruction de tout satellite se situant sur ses orbites et créerait une barrière infranchissable autour de la Terre. Plus aucun objet spatial ne pourrait alors être lancé sans entrer en collision avec cette barrière et se fragmenter en débris. Cela couperait le réseau de positionnement, les communications par satellite, la surveillance terrestre et les prévisions météorologiques. C'est à terme, surtout pour éviter cet événement hypothétique, que le problème doit être analysé et réglé le plus rapidement possible. Il est très difficile de prédire le moment exact où cet événement pourrait arriver, donc on n'est jamais trop prudent. D'après les experts, si l'on n'envoie plus aucun satellite dans l'espace, à partir de maintenant, il y aurait quand même une très grande possibilité de syndrome de Kessler. Il faut donc faire quelque chose. Dernier risque, le risque au sol. La majorité des débris, lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, sont consumés dans la chaleur extrême due au frottement avec l'air et la décélération du débris. Cette chaleur, de plusieurs milliers de degrés, forme une boule de plasma entourant l'objet, qui normalement se consume entièrement. Il y a parfois des objets spatiaux ou des météorites assez grosses pour qu'une partie touche la surface de la Terre à une très grande vitesse. Les étages supérieurs de fusées peuvent ainsi toucher la surface, car ils ont une vitesse moindre et donc se consument moins dans l'atmosphère lors des lancements. Ces morceaux de satellites sont souvent prévus d'avance, donc dirigés vers des endroits non habités, comme le point Nemo dans l'océan Pacifique. Il y a parfois des erreurs ou des débris incontrôlables qui tombent sur Terre, qui peuvent être très dangereux pour la population touchée. Jusqu'à présent toutefois, bien heureusement, aucun impact destructeur est arrivé dans des zones peuplées. Il y a aussi la possibilité de retomber de manière radioactive sur des réacteurs nucléaires de satellites, comme l'accident avec le satellite Cosmos 954. Pour finir, un impact non négligeable, mais souvent ignoré des débris spatiaux, est la pollution lumineuse. Les débris sont, au même titre que des lumières sur Terre, de la pollution lumineuse. Comme les satellites, ils reflètent la lumière du Soleil ou de la Lune, avec leur revêtement souvent réfléchissant pour se protéger de la chaleur du rayonnement solaire. Cette pollution affecte les observations astronomiques des télescopes et radars qui doivent en tenir compte pour améliorer et clarifier leurs images. Dans un futur où les débris se multiplieraient,
Même l'observateur à l'œil nu pourrait voir les débris qui lui cacheraient la beauté du ciel étoilé. Mais qu'en est-il de la situation actuelle? Est-ce seulement un problème du passé, maintenant résolu? Dans les dernières années, le nombre de lancements d'objets dans l'espace a augmenté de façon fulgurante. Cette augmentation se traduit aussi par une augmentation de satellites et d'objets dans l'espace, et donc une augmentation du nombre de débris et du risque de collision. Cette augmentation résulte en partie du fait que plusieurs nouveaux pays commençaient à lancer beaucoup de fusées dans l'espace, comme la Chine, qui ont accéléré leur programme spatial, l'Inde et d'autres nations qui sont au balbutiement de leur programme spatial comme le Japon, l'Iran, Israël et d'autres pays à venir. Il y a bien sûr toujours les deux grandes nations spatiales, les États-Unis et la Russie, et aussi l'Union européenne. Ces lancements supplémentaires viennent surtout de la Chine, car les États-Unis et la Russie ont réduit leur cadence de lancement durant les dernières années au profit des nouveaux arrivants. Ces nouveaux arrivants sont les entreprises privées qui ont dominé les lancements de l'année dernière et encore plus cette année 2023. Ces entreprises privées ont commencé une nouvelle ère dans l'accès à l'espace. Elles sont donc appelées les compagnies du New Space. Pour en citer quelques-unes, il y a SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin, Firefly, OneSpace, Northrop Grumman, United Launch Alliance, etc. Ces compagnies lancent des satellites pour des nations ou des compagnies privées avec leurs fusées. La plus grande, SpaceX, a lancé plus de 80 fusées dans l'espace en 2022, prévoit à lancer 100 en 2023. Cette compagnie double presque le nombre de lancements, permet aussi de réduire drastiquement le coût des entreprises privées ou des nations qui souhaitent envoyer des satellites dans l'espace. Elle réussit à faire baisser le prix en utilisant une fusée partiellement réutilisable, et aussi parce que les entreprises privées doivent être concurrentielles pour faire de l'argent, et donc essaient de constamment faire descendre le coût à l'orbite. Contrairement aux nations qui n'ont pas d'intérêt économique et visent donc plus la sûreté que le prix. Même la NASA, commencé depuis longtemps, travaille avec des compagnies privées, car elle n'a plus d'argent pour développer des nouveaux lanceurs. Ces entreprises privées lancent donc plus souvent, à faible coût, cela risque d'augmenter énormément les prochaines années, avant l'arrivée de plusieurs nouvelles compagnies concurrentes qui développent leurs propres lanceurs réutilisables. Malgré le fait que l'industrie spatiale est très lente, dû à la difficulté de la tâche de mettre un objet en orbite et du coût de développement de fusées, les entreprises privées font rapidement avancer le marché. Cette multiplication de lancements crée donc plus de débris et crée le problème de la régulation. Les entreprises privées ont la voie libre, car aucune règle ne les empêche de faire ce qu'elles veulent dans l'espace et ne limite donc pas leur production de débris. L'autre grand changement par rapport à la situation des dernières décennies sont les constellations de satellites. Oui, c'est comme une constellation d'étoiles, mais beaucoup plus nombreuses et constituées de satellites. Ce sont des centaines à milliers de satellites qui sont lancés pour communiquer ensemble et accomplir un but avec tous ces satellites. Cela permet, au lieu de lancer quelques grands satellites très coûteux, car plus lourds, les entreprises privées lancent plusieurs centaines de petits satellites qui sont donc moins chers à concevoir avec le travail à la chaîne et moins chers à lancer. Ces constellations de satellites sont majoritairement pensées pour la télécommunication, par exemple la constellation Starlink de la compagnie SpaceX. L'avantage d'un grand nombre de satellites est aussi l'absorption des risques. Si un satellite venait à tomber en panne, les innombrables autres satellites pourraient prendre le relais et cela ne ferait pas une grande différence dans le service. Alors que si un satellite sur 5 tombait en panne, on aurait un plus gros problème. Vous voyez probablement où je veux en venir. Puisque SpaceX peut maintenant lancer de 20 à 60 satellites par lancement pour sa constellation, cela produit 20 à 60 fois plus de débris et donc plus de chances de collision entre eux et avec d'autres débris. En d'autres mots, cela multiplie le problème de la pollution spatiale et augmente drastiquement ces risques. Les constellations Starlink et OneWeb ont eux seuls accaparé 50% des objets placés en orbite en 2022. Ces constellations prévoient envoyer plusieurs dizaines de milliers de satellites dans les années à venir avec les nouvelles grandes fusées développées comme le Super Heavy de SpaceX ou le New Glenn de Blue Origin. Un autre développement de ces nouvelles fusées sont la réutilisation entière de celles-ci. Cela veut dire que le premier étage atterrira quelques dizaines de minutes après le lancement, que l'étage supérieur de la fusée retomberait aussi sur Terre et atterrirait pour pouvoir repartir à nouveau. Cela enlève une des grosses causes de fragmentation de production de débris, qui sont les étages supérieurs de fusées qui explosent en orbite. Cela permettra aussi, ultimement, de réduire les coûts du kilogramme en orbite encore davantage. Maintenant, allons voir ce qu'on peut faire pour ces débris. Quels sont les moyens pour les réduire et s'en débarrasser? Se nomme le Two Lines Element et contient les grandeurs, les masses et les orbites, trajectoires et la position de ces objets. La NASA utilise d'autres radars pour mesurer statistiquement le nombre de débris, plus petit que 10 cm et plus grand que 1 mm. J'utilise aussi des analyses d'objets spatiaux récupérés sur Terre, comme des parties du télescope spatial Hubble, pour analyser ces impacts de micro-débris et leur concentration dans ces orbites. Le catalogue permet d'envoyer des messages d'alerte de 3-5 jours avant un risque de collision à l'opérateur du satellite pour qu'il puisse décider de faire une manœuvre d'évitement.
L'Union européenne a aussi son propre catalogue de débris et son propre système de surveillance réparti dans une dizaine de pays européens. Les débris qu'on ne peut pas traquer, on peut dire que c'est les débris qui sont en dessous de 10 cm. Alors on peut aller à mettons 5 cm si on veut maintenant avec les nouveaux radars. Mais bon, sachant qu'un débris de 5 cm, c'est un tueur de satellites. Le défi de la surveillance des débris est qu'il y a toujours une incertitude associée à chaque débris. Cela veut dire que le débris est entouré par une sphère d'incertitude où il pourrait se trouver. Ces incertitudes sont dues aux irrégularités de la gravité terrestre, les irrégularités de sa surface et le problème des 3 corps en mouvement. Ce problème stipule qu'on ne peut pas calculer la trajectoire de 3 corps ou plus qui ne sont affectés que par la gravité. On ne peut qu'estimer la trajectoire et plus l'estimation est longue dans le temps, plus l'incertitude est grande. C'est un peu comme la météo. Donc, lorsque le risque de collision entre 2 objets est de plus qu'une chance sur 2000, alors il y a une alerte qui est envoyée à l'opérateur de satellite. Si le risque est encore plus grand, alors le centre de contrôle des débris envoie une recommandation d'évitement du débris en augmentant ou baissant l'attitude du satellite en fonction. Cela permet de réduire énormément le risque d'impact et de multiplication des débris. Toutes ces opérations demandent des tas de gens qui travaillent d'arrache-pied pour éviter les collisions et pour rendre l'espace sécuritaire. Cela a aussi un coût qui est majoritairement financé par les agences spatiales, alors que les entreprises privées en profitent tout autant. Dans le futur, les entreprises privées devraient commencer aussi à développer la surveillance de leurs propres satellites. Mais comment faire pour limiter le problème? Que peut-on faire pour améliorer la situation future? Commençons déjà à parler de ce qui a été fait dans le passé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'exploration spatiale était encore ses débuts. Les premiers pas de l'humanité hors de l'atmosphère terrestre étaient entrepris par les superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique. Cependant, dès les années 1950, des voix s'élevèrent pour mettre en place des règles visant à éviter la militarisation de l'espace et à garantir un usage pacifique de cette nouvelle frontière. Donc on a commencé à réfléchir très tôt. Les premiers textes sur les débris datent des années 90. Mais bon, voilà, ça prend un certain temps. Il y a les enjeux économiques qui rentrent en compte. Et donc, comment dire, la faute, elle est partagée avec tout le monde, dans le sens où ça faisait pas partie des priorités jusqu'à présent. Et encore maintenant, on se demande si ça fait vraiment partie des priorités. Et donc, la faute, elle est partagée avec l'esprit d'ambition qu'ont les êtres humains, en disant faisons quelque chose d'extraordinaire, on pensera aux conséquences après. En 1967, la communauté internationale franchit une étape cruciale en adoptant le traité sur l'espace. Cet accord fondateur établit les principes de base régissant les activités spatiales, affirmant notamment que l'espace est libre à l'exploration et à l'utilisation par tous les États sans qu'ils puissent se l'approprier. Ce traité a surtout interdit toute arme nucléaire ou arme de destruction massive en orbite terrestre, sur la Lune et dans l'espace. Les États s'obligent à aider les astronautes au besoin, indépendamment de leur nationalité. Le traité institue une responsabilité de l'État vis-à-vis de toute activité dans l'espace et des compagnies non étatiques. Il est aussi responsable de tout dommage causé par le lancement dans l'espace. Cependant, le traité ne précise pas de mécanisme spécifique pour faire respecter ces principes, ni pour gérer les débris spatiaux. Ce n'était pas encore un sujet important dans ces années-là. Ils étaient obnubilés par l'exploration spatiale et la guerre froide. Faisons un petit bond dans le futur. En 2007, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU a signé des recommandations écrites par l'IADC, au Comité interagence sur la protection des débris spatiaux, pour réduire le nombre de débris dans l'espace. Ces recommandations contiennent plusieurs articles, sujets différents, sur la gestion de l'espace, mais pour les débris, il y a surtout 4 recommandations. Limiter les débris libérés lors des opérations normales. Cela consiste à s'assurer du bon fonctionnement du satellite durant son opération et qu'aucune partie du satellite ne soit détachée lors de l'utilisation, comme des protections pour les instruments ou pour les systèmes de propulsion qui devraient être lâchés dans l'espace. Minimiser le potentiel de rupture en orbite. Cette recommandation demande en gros de limiter le risque de fragmentation du satellite, donc de limiter les risques d'explosion des batteries, d'intégrer un moyen de dépressurisation des réservoirs de carburant et ne pas laisser trop longtemps le satellite dans l'orbite opérationnelle. Ce qui nous mène à la 3e recommandation. Élimination ou passivation du satellite après la mission. Celle-ci, d'après moi la plus importante,
car c'est grâce à cette mesure que nous pourrons réussir à limiter l'augmentation du nombre de débris et de ne pas laisser des débris incontrôlables en orbite durant des centaines d'années. Il y a plusieurs manières d'éliminer un satellite. La première, la plus simple et efficace, est de faire une entrée atmosphérique contrôlée à l'objet spatial. Cela consiste à faire ralentir un satellite en orbite basse pour qu'il n'ait plus assez de vitesse pour orbiter autour de la Terre et se consume dans l'atmosphère. Pour les satellites situés sur d'autres orbites, comme l'orbite géostationnaire, il existe des orbites d'écharge ou cimetières où les satellites en fin de vie se dirigent pour ne pas gêner les satellites opérationnels. Cette technique nécessite néanmoins beaucoup plus de précautions par rapport à la fragmentation, car elle reste en orbite quasiment indéfiniment. Cela est appelé la passivation des satellites. La passivation est constituée par exemple de la déconnexion de la batterie ou le largage des restes de carburant inutilisés. La recommandation stipule que chaque satellite envoyé en orbite devrait avoir une manière de se désorbiter ou de se passiver même si la mission est un échec. Donc le système de propulsion doit être assez fiable pour fonctionner en tout temps. Cela ajoute bien sûr un coût et de la difficulté technique, mais c'est nécessaire pour la diminution de la pollution de l'espace. Le satellite SVOT qu'on a envoyé il y a quelques mois au CNES, donc c'est un satellite en collaboration avec la NASA pour regarder l'altitude des mers, je crois. Ce satellite, comme il a été fabriqué par la France et payé par une partie du CNES, il respecte le fait que une fois que le satellite aura fait sa mission, il va devoir se désorbiter directement. Ça veut dire qu'il ne va pas rester là-haut pendant 25 ans pour embêter tout le monde. Et alors, ça a généré le fait que le satellite, il est 2 fois plus gros que si on s'était dit, on le laisse là-haut à la fin de vie. Donc, on a été obligé de mettre le double de réservoir d'ergol et de mettre des moteurs un petit peu plus gros que ce que l'on fait traditionnellement. Mais typiquement, ce satellite-là, c'est un satellite qui respecte l'environnement spatial et que du coup, effectivement, tout le monde nous a regardé en disant mais vous êtes fous, vous faites un satellite qui est 2 fois plus gros que ce qui devrait être ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose et alors ça nous a coûté un peu plus cher aussi, effectivement. Mais bon, c'est un très très bon exemple de démarche concrète qui fait que d'un point de vue les gens peuvent nous regarder en disant mais ils sont fous, ils ont fait un satellite qui est 2 fois plus gros. Alors après on peut dire aussi alors il a été 2 fois plus gros donc il faut une fusée 2 fois plus grosse pour l'envoyer, donc la pollution de la fusée est 2 fois plus grosse, il a fallu 2 fois plus de matière. Oui, c'est un problème qui n'est pas vraiment restreint à la problématique. Donc il faut vraiment essayer de faire des bilans complets de tout ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, de comptabiliser tout. C'est-à-dire que si on fait un satellite plus gros, il faut plus de matière et donc de remonter à tout ça pour pouvoir à la fin pas se dire ah ben tiens j'économise sur un poste mais finalement ça me retransfère la charge sur un autre domaine. N'empêche que aujourd'hui, vis-à-vis de l'environnement spatial, ce satellite SVOT, il est exemplaire. Et donc, ça a une masse supplémentaire, un coût supplémentaire, des difficultés techniques supplémentaires. Donc, c'est pas anodin de ne pas faire un satellite qui pollue, entre guillemets. Pour les objets en dessous de 10 cm. Oui. C'est pour ça que c'est très, très embêtant. Parce que du coup, ces objets, on ne les voit pas. Donc on ne sait pas où ils sont et potentiellement entre 1 cm et 8 cm, c'est des tueurs de satellites. C'est pour ça qu'il faut impérativement ne pas avoir plus de débris comme ça. Et c'est pour ça que dans toutes les réglementations, il est dit qu'il faut impérativement passiver parce que la passivation, c'est le moyen le plus efficace qu'on ait trouvé aujourd'hui pour éviter qu'un véhicule il explose. Sachant que quand vous avez une réserve d'énergie dans un réservoir sous pression ou une batterie chargée, c'est donc de l'énergie concentrée qui ne demande qu'à sortir. Et donc en cas de collision ou en cas de problème thermique, de fissure de matériaux, ces choses-là, elles explosent et elles produisent plein de petits débris qu'on ne voit pas. Donc l'idée principale, c'est en voyant un satellite,
désorbitons-le le plus rapidement possible, mais s'il y a un problème ou quelque chose qui se passe, il faut impérativement que ce débris n'explose pas et reste le plus gros possible pour qu'on puisse le traquer, voir où il est, donc l'éviter, et dans un futur que j'espère pas si lointain, aller le récupérer pour nettoyer un petit peu le terrain. Prévention des collisions en orbite. Le dernier point s'applique surtout aux satellites encore en opération. Il préconise la surveillance des débris et donc les manœuvres d'évitement parfois nécessaires pour éviter les débris. Pour les plus petits débris qui ne sont pas observables, il y a le blindage qui peut être utilisé pour limiter les dégâts de collision des petits débris. Il y a par exemple un blindage assez conséquent sur la Station spatiale internationale, mais cela ne protège pas du tout. Il est constitué de plusieurs couches de matériaux pour protéger le mieux possible les astronautes des impacts. Effectivement, aujourd'hui, à travers des blindages, alors qui ne sont pas forcément des blindages au sens où on l'entend, où on va mettre une épaisseur d'acier de 10 cm, comme on pourrait faire sur un tank ou dans un coffre-fort. Là, ce qu'il est important de faire, c'est ce qu'on appelle le multicouche. Et donc, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est capable, pour des débris de l'ordre du millimètre, voire 2 mm, en mettant différentes couches successives de se protéger. Alors, pour certains véhicules, à certaines altitudes, aujourd'hui, on implémente effectivement des systèmes de boucliers qui permettent donc de protéger certaines zones du satellite. Et en particulier, les zones vitales qui lui permettent, en cas de problème, de décarpir et de se désorbiter pour justement pas rester là-haut s'il y a un impact. Donc, sur certaines zones, on fait effectivement alors on appellerait ça plutôt un bouclier plutôt qu'un blindage. Mais rappelons que ne sont que des recommandations et non des lois. Le seul pays avec une loi sur les débris spatiaux est la France, qui a donc presque les mêmes recommandations citées plus haut, mais dans une loi. Les grandes agences spatiales ont aussi des règles de bonne conduite à elles, mais toujours pas de loi. La plupart des pays appliquent les recommandations, mais il n'y a souvent aucune sanction prévue, et donc des écarts qui sont faits aux règles de bonne conduite. Très récemment, en octobre 2023, la Commission fédérale des communications des États-Unis a sanctionné une entreprise de télécommunications pour avoir failli à la réglementation de mettre son satellite dans l'orbite cimetière. L'opérateur savait que le satellite n'aurait plus assez de carburant pour se rendre à l'orbite, mais il a continué à l'utiliser et n'avait donc plus assez de carburant pour le placer à 300 km de son orbite. L'orbite n'a pu être relevée que de 122 km. La FCC a donc donné une amende de 150 000 $ à l'entreprise et a demandé de mettre en place des mesures plus strictes pour limiter les débris spatiaux dans les entreprises. C'est la première fois qu'une entreprise se fait sanctionner sur le sujet des débris spatiaux dans le monde. Oui, alors pour réduire le problème des débris, déjà, il faut, à mon avis, plus en faire. C'est-à-dire que du coup, il faut fabriquer des véhicules qui aujourd'hui ne vont pas devenir des débris. Donc nous, en France, on a été le premier pays au monde à faire une loi. Donc contrairement à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou la Chine ou la Russie, où il y a des textes qui disent voilà ce qu'il faudrait faire, nous on l'a mis dans la loi. Donc c'est coercitif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est dans la loi, c'est obligé. Alors on nous l'a reproché dans le sens où on s'est dit, les gens nous ont dit mais vous êtes fous, vous vous tirez une balle dans le pied, vous mettez des contraintes, vous mettez des challenges technologiques. Mais bon, c'était en 2008 ça. Et donc on a été les premiers à mettre ça dans la loi. Et alors donc et c'est possible parce qu'on continue à avoir une industrie spatiale florissante en France. Ça fait partie des choses. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand dans la loi, quand on dit on va envoyer un véhicule, il doit démontrer une probabilité de ne pas exploser. Il doit redescendre de l'orbite en moins de 25 ans. Alors déjà, vous voyez, ça c'est déjà bon, c'est la règle des 25 ans, mais aujourd'hui c'est obligé en France. Vous devez vous désorbiter et ne pas faire de blessés au sol avec une probabilité inférieure à 10.4. Et puis on doit passiver tout ce qui est réservoir et source d'énergie pour ne pas exploser pendant ces 25 ans. Ça aujourd'hui c'est obligatoire. Ça veut dire que les industriels français sont obligés, pour envoyer un véhicule depuis la France, de répondre à ça. Donc forcément, les missions sont un peu plus chères que dans
sur des industriels qui ne le feraient pas. Mais c'est là où ce que l'on fait vraiment aujourd'hui au sein du CNES, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on a alloué effectivement une partie du budget de recherche du CNES pour travailler sur des technologies qui font que vous allez ajouter ça à vos véhicules grâce à ces technologies sans que ça vous coûte beaucoup plus cher. Et donc forcément, c'est un coût. C'est comme, je sais pas moi, faire une voiture qui pollue moins, on va lui mettre un pot catalytique. Le pot catalytique, il coûte plus cher qu'un pot pas catalytique. Bon, ça c'est un fait. De toute façon, on sera obligé d'être, si on rajoute de la technologie. Mais ce qu'on veut faire là, c'est montrer que cette technologie, c'est pas une porte ouverte et donc un chèque en blanc qu'on fait. Rajouter un système qui va passiver les batteries, ça va coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'est pas des millions. Et donc d'essayer de bien quantifier ça, de montrer que c'est donc faisable, et puis après de dire regardez, nous on le fait, c'est faisable, donc on essaye de pousser ça au niveau international, donc de dire au niveau de l'ISO, International Standard Organization, ou de l'IADC et des différentes instances internationales, de dire écoutez, regardez, en France on a mis ça en place, c'est effectivement possible de le faire, ça coûte peut-être effectivement un peu plus cher, mais il est nécessaire d'investir pour pouvoir pérenniser l'espace. Donc aujourd'hui on en est là. D'après plusieurs experts dans le domaine, il faudrait idéalement une loi spatiale internationale pour tous qui puisse être appliquée pour réellement faire une différence. Cette loi spatiale contiendrait tous les points cités plus haut, avec des sanctions en cas de non-respect des lois. Le problème est que les lois internationales n'existaient pas encore. Il y a toujours des pays qui ne veulent pas signer ou qui ne sont pas d'accord avec ça. Aucune organisation en ce moment a assez de pouvoir pour mettre en place cette loi. Après, le fait de faire une loi internationale, alors déjà, qu'est-ce qu'une loi internationale aujourd'hui ? Quelles sont les règles internationales que l'on a à disposition ? Alors il y a le droit de la mer par exemple. Là c'est quand même quelque chose qui est assez international. Donc c'est des décrets ou des textes qui sont signés entre les pays. Sauf que là dans notre cas, un véhicule qui est en orbite, il va passer en 1h30 sur l'ensemble, sur 100 pays. Donc ça veut dire que il faut une entité supérieure qui managerait tout ça. Et qui dit entité supérieure, là j'ai déjà dit deux gros mots, c'est que de quel pays accepterait d'avoir une entité supérieure qui lui fasse perdre son autonomie, lui faire perdre sa souveraineté. Et alors on peut se dire ça serait l'ONU. Bon, l'ONU aujourd'hui, on voit qu'elle a quand même quelques difficultés à faire appliquer ne serait-ce que les droits de l'homme ou le fait qu'un pays n'attaque pas son voisin. Donc la pollution de l'espace, voire la pollution atmosphérique, on sent qu'on en est malheureusement bien loin. Et si on disait ça serait un pays qui va peut-être prendre le lead là-dessus, est-ce que vous pensez que la Chine est prête à se faire imposer par les États-Unis une sorte de police de l'espace ? Non. Donc voilà la difficulté. Donc dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire sur ces problèmes globaux qui sont des problèmes mondiaux ou effectivement transnationales, il faudrait effectivement qu'il y ait une entité supérieure, une autorité terrestre, on va dire, qui puisse gérer les problèmes de pollution, les problèmes liés à l'ensemble de l'humanité. L'espace est néanmoins un espace international, et donc, comme la haute mer, devrait avoir une législation internationale. C'est la seule façon de vraiment avancer vers la bonne direction. Les pays individuels ne feront pas de loi, car cela leur fait perdre l'avantage concurrentiel que les autres pays, et tue donc l'industrie spatiale de leur pays. Plusieurs obstacles se trouvent sur le chemin de cette loi. Premièrement, comme dit la tragédie des communs en économie, chaque individu essaie de faire le mieux pour son propre intérêt en exploitant une ressource commune, l'espace. Cela mène à une surexploitation de l'espace et donc des débris spatiaux. Cela crée aussi une compétition sur une ressource qui n'est pas illimitée, et donc des conflits. Pour régler ces problèmes, l'approche centrale qu'un chef n'est pas utile, car il y a un très grand nombre d'acteurs publics et privés qui ont des intérêts complètement différents. Il faut qu'il y ait plusieurs centres décisionnels différents qui créent les règles et régissent l'espace. Le manque d'informations sur les débris, surtout concernant la surveillance, est un grand obstacle. Les nations ne veulent pas toutes partager leurs données avec tout le monde, et les acteurs privés rechignent à mettre en place des systèmes de surveillance.
Sans mise en commun de toutes ces bases de données, toutes ces ressources, aucun organisme supérieur ne peut tout gérer et prendre des décisions à propos des débris et de la réglementation. Aussi, les acteurs privés ne veulent pas participer à la réduction des débris car ils n'ont aucun avantage financier à court et à moyen terme. Mais que disent les chiffres? Comment peut-on éviter un syndrome de Kessler? Quels sont les défis à venir? Toutes ces manières de limiter les débris spatiaux fonctionnent très bien, mais seulement pour les satellites qui vont être lancés dans les prochaines années. Les satellites lancés dans les dernières 50 années n'ont pas eu de règles à respecter, sont donc un risque encore plus grand et difficile à réduire. On peut plus facilement réduire les nouveaux nombres de débris créés par les lancements alors que ces vieux débris pourraient toujours se fragmenter ou entrer en collision avec d'autres débris en augmentant les conséquences ici plus haut. D'après l'IADC, il faut retirer environ 5 satellites par année de l'espace en plus de respecter les préconisations pour garder le nombre de débris stable. La NASA affirme que si au minimum 90% de ces engins spatiaux lancés en orbite respectent les recommandations, le nombre de débris va se stabiliser et il n'y aura pas de syndrome de Kessler. Dans les derniers 10 ans, la NASA affiche une compatibilité de 96%, mais en comptant tout son parc spatial depuis les années 60, le pourcentage tombe à 25%. Il faut donc retirer des satellites en orbite pour pouvoir stabiliser les débris et ne pas risquer la catastrophe. Pour ce type de satellite, il y a plusieurs techniques qui sont néanmoins beaucoup plus coûteuses et difficiles à mettre en place. Il faut donc se pencher sur un moyen externe pour désorbiter les objets et les débris spatiaux. Ces moyens sont très nombreux, mais aucun n'a déjà été utilisé ni mis en œuvre. Tous les moyens sont encore à l'état de prototype ou même d'idée. Ces manières sont sûrement les plus coûteuses, plus fastidieuses à mettre en place, mais elles sont nécessaires. La politique et les règlements vont toujours trop lentement, donc il faut une solution à plus court terme, avec des résultats plus concrets. Une possibilité d'envoyer un satellite pour attraper le débris avec un filet, un harpon ou des bras robotiques pour le faire rentrer dans l'atmosphère. Cette solution est beaucoup plus envisageable, malgré son coût faramineux. Plusieurs compagnies ont commencé à tester des prototypes de ces désorbiteurs, comme par exemple ClearSpace. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est donc tout ce qui est grappin, bras, peut-être filet. Voilà. Et donc, il y a effectivement des entreprises aujourd'hui qui travaillent sur le sujet, comme Astroscale ou ClearSpace, pour ce qui est Asie ou Europe. Récemment, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a annoncé le financement et l'appui d'un projet de mission de désorbitation d'un débris spatial par la compagnie ClearSpace. C'est une compagnie originaire de Suisse qui a pour but de remédier au problème de débris spatiaux en désorbitant des débris. Leur slogan, Pioneering Sustainability Beyond Earth, innovateur de la durabilité au-delà de la Terre. Ce projet, dénommé ClearSpace 1, est un essai pour tester et valider la technologie pour pouvoir le développer à plus grande échelle dans les années à venir. Cette mission consiste à envoyer un satellite en orbite qui va s'accrocher avec des pinces au débris spatial et rentrer avec lui dans l'atmosphère pour se faire consumer par la friction de l'atmosphère lors de la rentrée atmosphérique. La cible de cette mission d'essai est un ancien étage de fusée Vega, appelé Vespa, qui est aussi un adaptateur pour satellite, lancé par Arianespace en 2013. Cet étage de fusée ne pourrait plus être laissé à cet endroit, suivant les nouvelles réglementations de l'ESA. ClearSpace va utiliser la technologie des armes robotiques pour permettre cette rentrée atmosphérique contrôlée. La mission est prévue pour être lancée autour de 2026, avec, ironiquement, une fusée Vega C, la dernière génération des petits lanceurs d'Arianespace. Ce sera une première mondiale, car aucune entreprise ou nation n'a envoyé de désorbiteur, un nettoyeur orbital. ClearSpace 1 est surtout limité par le coût, avec aucun retour financier après la désorbitation, et aussi par la technologie de pointe, qui doit être développée pour permettre ce type de mission. Alors, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des décisions politiques fortes internationales. En général, les politiques, ils sont normalement élus par les citoyens. Donc, si le problème devient un problème citoyen, il y aura une solution politique pour répondre à la demande du citoyen. Il fera prendre conscience aux jeunes générations que finalement, quand vous allez prendre un abonnement par internet, un abonnement par satellite pour X service, et ben si vous avez le choix entre un service qui a une sensibilisation vis-à-vis de cette problématique d'espace pérenne, et ben vous allez plutôt choisir ça, et que du coup ça va pousser d'un point de vue le citoyen en tant que consommateur à consommer, même si ça lui coûte un peu plus cher, quelque chose de viable. Aux industriels, et ben donc d'adapter leur business économique aux clients qui veulent du durable, et aux politiques,
de répondre aux besoins citoyens, Oui. de se mettre d'accord, de pousser des solutions politiques au niveau international pour résoudre ces problématiques-là. Un individuel, non, mais une société, oui. Un peuple est fait d'individualité. À partir du moment où, justement, cette individualité, elle est partagée au niveau d'une communauté, eh ben, vous prenez un pouvoir. Et donc, le fait de discuter avec les gens de ce problème, d'en être convaincu, et puis d'avoir une vision pragmatique de la chose, pas une vision hégémonique qui... on peut pas tout changer d'un coup, donc il faut accompagner le changement, et ça se fait dans la pédagogie, dans la discussion, et le fait d'avoir des gens qui sont convaincus de ça et qui vont entre guillemets prêcher la bonne parole autour d'eux et convaincre un réseau de gens fait qu'à la fin, cette idée unique partagée par une communauté devient cette communauté a un pouvoir sur la décision finale d'un gouvernement. C'est le principe des démocraties. Pour conclure, il est indéniable que l'exploration spatiale ouvre des horizons infinis à l'humanité. Cependant, elle n'est pas sans conséquences sur notre planète et sur l'environnement spatial lui-même. Les enjeux environnementaux liés à cette industrie sont nombreux et il est essentiel de les considérer avec sérieux. Les paroles de Tsiolkovsky nous rappellent que la Terre est notre berceau, mais elle ne saurait être notre unique demeure. Notre avenir réside dans notre capacité à étendre notre présence dans l'espace de manière responsable et durable. Le statu quo, caractérisé par une utilisation inconsidérée des ressources naturelles et l'accumulation croissante des débris spatiaux, ne peut perdurer. Nous devons rechercher des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour préserver notre planète tout en continuant notre exploration de l'univers. Cela implique de réglementer l'espace et de trouver des solutions à ce problème persistant qu'est la pollution spatiale. Bien que ne touchant pas directement la vie sur Terre, elle représente une menace pour nos activités spatiales futures. Les débris orbitaux, issus des décennies d'exploration, constituent une véritable toile d'araignée dans l'espace, mettant en péril les satellites essentiels à notre quotidien. Il est donc impératif de développer des technologies et des politiques visant à limiter cette pollution. En tant qu'individu, vous avez aussi un rôle à jouer. Chacun de vous peut contribuer à sensibiliser à ces problématiques, soutenir des projets ou des entreprises respectueuses de l'environnement et exiger des avancées technologiques responsables. Ensemble, nous pouvons influencer la société de demain en mettant en avant des valeurs de préservation, d'innovation et de responsabilité. Alors que nous aspirons à de nouvelles explorations spatiales et à des découvertes incroyables, gardons à l'esprit que notre avenir dépend de la manière dont nous gérons notre impact sur la Terre et dans l'espace. En conjuguant nos efforts entre individus et entre nations, nous pouvons façonner un avenir où l'utilisation de l'espace coexiste harmonieusement avec la protection de notre planète et de l'espace, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour l'humanité, tout en préservant notre unique foyer et son orbite. Pour finir, une citation de Socrate. « L'homme doit s'élever au-dessus de la Terre, jusqu'au sommet de l'atmosphère et au-delà, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra comprendre pleinement le monde dans lequel il vit. »